Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Après les chats siamois, les hommes siamois. Oui, les humains, on va dire, parce que vous ne ressemblez pas beaucoup à un homme, ma chère Cécile, sauf erreur de ma part. Hein. Avec un grand H. Ah oui. Bah oui. Et c'est les vraies voix de Sud Radio quand même. C'est pas non plus, hein. Magnifique. Soyez, s'il vous plaît. Allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver comme tous les soirs de 17h à 19h avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien et vous? Écoutez, plutôt pas mal. En cette journée de mardi 21 janvier, oui. Ça passe vite, hein, c'est dingue. Allez, on est ce numéro de téléphone que vous connaissez tous, le 0826 300 300, que vous pouvez utiliser à volonté. Aude est avec nous. Allez, le grand débat du jour. Et c'est à 17h30. Retour sur les violences urbaines de ce week-end à Mâcon après cette vue refusée un local par la mairie. Les émeutiers ont causé plus d'1 million d'euros de dégâts, selon le maire qui réclame une législation antiterroriste qui puisse s'appliquer aux narcotrafiquants. Alors parlons vrai, peut-on mettre sur le même pied terrorisme et narcotrafic? Et à notre question du jour, comme le demande le maire de Mâcon, faut-il appliquer les lois contre le terrorisme aux narcotrafiquants? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels, encore et toujours elle, au 0826 300 300. Étienne Blanc, sénateur LR du Rhône, sera avec nous, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, Donald Trump signe une série de décrets depuis sa prise de fonction. Déjà état d'urgence à la frontière mexicaine, sortie de l'OMS et de l'accord de Paris sur le climat, taxe de 25% sur les produits canadiens et mexicains dès le 1er février. Alors parlons vrai, est-ce que ces décrets sont les débuts d'une grande rupture dans la politique américaine? Et à cette question, immigration, accord de Paris, OMS, protectionnisme, ces mesures prises par Trump vous semblent, vous dites à 60% nécessaires, à 36% inspirantes, à 2% effrayantes et à 2% irréalisables. Ça s'appelle une majorité. Henri, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Soyez les bienvenus, les vraies voix, très bien entourées ce soir, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et le retour de l'enfant prodige, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir, hier, Philippe. en faisant une conférence, j'avais dans la tête que quelqu'un était assis dans ce fauteuil. Absolument. Et qu'il avait droit peut-être à votre aide pour le qui c'est qui l'a dit? Absolument pas. Mais en fait, on a sinistré ce fauteuil. Ce serait si bien. Ouais, c'est-à-dire qu'il est à vous, donc voilà, on a changé de chaise, on a tout nettoyé. En tout cas, voilà, vous savez. je suis ravi d'être revenu. Très bien, on est ravis de vous accueillir. Sébastien Ménard est avec nous, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous. Voilà, vous avez 2 minutes pour vous coiffer. Merci. Et François Ouzillot est avec nous, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. Bonsoir François. Bonsoir à tous. François, en revanche, c'est toujours nickel. Il fait premier de la classe. Hein, il est toujours parfait. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Oui, c'est ça. J'aime bien quand il dit ça, ça me fait plaisir. Avec ce numéro de téléphone 0826 300 300, c'est par cette voix que Christophe nous a appelé. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir. Christophe, que vous nous appelez du Val d'Oise, et coup de gueule contre la ministre du Travail, Astrid Panot-Surbouvet, qui veut taxer les retraités les plus riches. Ah, mais stupeur ce matin en l'entendant. Alors que les 7 heures travaillées gratuitement ont été remises sur la table par le gouvernement, elle nous annonce différentes taxes et cotisations pour être envisagées sur les retraités qui peuvent se le permettre. Donc se le permettre, c'est quoi? Pour elle, c'est un retraité qui touche 2000 à 2500 euros. C'est-à-dire que le bon citoyen bien sage qui a travaillé toute sa vie en baissant la tête en attente d'une rémunération bien promise arriverait en bout de course et on lui dirait écoutez, on va vous en enlever un petit bout quand même. Donc un inventaire à l'après-vert, est-ce qu'il n'y a pas d'autres économies à faire? Quand on voit le budget de la présidence à près de 115 millions d'euros, quand on voit que le parc automobile est à 700 millions d'euros annuels, quand on voit les salaires des premiers ministres, des députés et des sénateurs entre 16 000 et 8 000 euros. Quand on voit les cabinets de conseil privés à 200 millions d'euros, on parle aujourd'hui d'aller fouiller dans les poches des retraités. Il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Ouais. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites sur les salaires des ministres. Non, les salaires des ministres, ça dépend, mais les salaires des députés, un député, c'est à peu près 7 500 euros par mois, mais après il y a tous les frais bruts. Oui, mais c'est quand même de l'argent. Sans être le moins du monde concerné par le sujet, je considère que ce que dit notre auditeur est tout à fait pertinent. On a 1000 encore modalités pour trouver de l'argent. Les retraités, on peut peut-être les laisser tranquilles encore quelque temps.
avant la fin. Sébastien Ménard. Non, malheureusement, c'est très maladroit de la part de cette ministre du Travail. Après, je pense que ce qu'elle voulait caresser par c'était un ballon d'essai. Oui, mais 2000 ou 2500 euros, on est loin de la cible. Évidemment, vous avez aujourd'hui en France des retraités parce qu'ils ont dirigé des entreprises, des groupes, etc., qui ont des salaires, enfin des lapsus, qui ont des pensions très 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 élevées. On peut parler de 7, 8, 10 000 euros. Voilà, ça existe en France. Et effectivement, c'est plutôt de ce côté-ci qu'il faut regarder. Même si, quelque part, quelle que soit la besogne des uns, des unes, des autres, c'est une retraite qui est méritée. Mais certains peuvent faire peut-être un petit effort qu'à 2000 ou 2500 euros, on ne peut pas faire. Faut pas déconner. François Ozio. Je crois que le président avait parlé de concours Lépine, des propositions les plus loufoques ces derniers mois sous le gouvernement Barnier. On continue. Il y avait quelqu'un qui était censé s'occuper de la parole gouvernementale et de l'unifier, je crois, sur le précédent c'est celle qui parle le moins. Sophie Primas. Non. Pour le coup, sur le précédent gouvernement, il y avait une ministre qui était chargée un peu de... Oui, la secrétaire générale. Marie-Claire Carrère. Exactement. Voilà, elle n'existe plus, puis personne ne l'a remplacée, manifestement, et personne s'en est rendu compte. En revanche... Cela dit, qu'on doit travailler plus après 60 ans et la semaine, moi je pense que c'est un vrai débat. Pas un débat à poser maintenant, parce qu'encore une fois on a besoin de stabilité. Les 2 ans qui viennent, on va pas faire des choses incroyables, comme l'a encore dit Édouard Philippe dans une interview ce week-end d'un grand journal. Mais en revanche, que ce soit posé dans le prochain débat de la présidentielle me paraît essentiel. Ouais. Alors Christophe, vous restez avec nous. Merci beaucoup pour ce sujet. Vous nous accompagnez jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Et il va être de compétition aujourd'hui. Ah, il est de compétition ? De haute compétition. Ah d'accord. Ah, il y en a qui se sont surpassés. En fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Philippe David, il s'auto-congratule. Ah mais non, je félicite les politiques qui nous font des citations qui font rêver. D'accord, c'est ça. Dans un instant, les amis, merci Christophe. On retrouve dans quelques instants le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Je vais parler de Donald Trump de manière étonnante, ma chère Cécile. Écoutez, c'est un sujet sérieux. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Parfois, dans les vraies voix, il vaut mieux qu'il y ait des pauses, que tout ce qui est dit hors antenne soit vraiment hors antenne. Enfin, je dis ça, je dis rien. Oui, maintenant, après, si vous avez envie de le raconter à l'antenne, Philippe David. Merci. Pardon, qu'est-ce vous avez vu ce qu'il a dit, Maxime? Heureusement que vous êtes là pour relever le niveau, Cécile. Bien entendu. Ça se saurait. Philippe Bilger est avec nous. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, et François Ozio, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. On vous souhaite la bienvenue dans un instant. Les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Un sage parmi les sages. Ça c'est vrai. De quoi parle-t-on dans un instant? De Donald Trump qui signe une brouette de décrets contre l'immigration, contre les accords de Paris, pour les hydrocarbures, pour les émeutiers du Capitole, notamment, il y a eu beaucoup de choses. De la ministre du Travail qui prône une taxation des retraités les mieux lotis. C'est une position personnelle de sa part, s'empresse de préciser les services du Premier ministre, comme si le sujet était sensible, faut croire. Et puis du générique de fin pour Bertrand Blier, l'homme qui avait porté Gérard Depardieu, une forme d'humour gras sur grand écran, en 3 mots, décret, cotisation et valseuse. Allez, tout de suite la voix au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur voulait requérir sur Donald Trump. Veut-il du bien à la France? Oui, parce que hier, évidemment, comme beaucoup de Français, j'ai regardé la cérémonie d'investiture, notamment sur CNews ou sur BFM TV. Et comment dire, j'ai été frappé par le fait que on avait presque l'impression qu'on venait d'élire un président français. Autrement dit, un homme auquel j'adhère profondément pour tout ce qui concerne sa lutte anti-woke. Vous connaissez parfaitement ses propos d'hier soir, mais en revanche, je m'interrogeais sur l'espèce d'enthousiasme à l'égard de cette personnalité qui a une politique commerciale très précise dans la tête et qui, à l'évidence, va
défendre les intérêts américains et ne veut pas spécialement de bien à la France sur le plan commercial. Et donc, j'étais un peu étonné par cet enthousiasme qui semblait oublier qu'on allait avoir peut-être un ami, en tout cas également un adversaire sur des domaines dans des domaines où la France n'est pas au mieux. Et donc j'étais un peu étonné par ce hiatus. Sébastien Ménard. Alors moi je suis pas complètement d'accord. Je pense pas que Donald Trump soit un adversaire et je pense pas que l'Amérique soit un concurrent. C'est juste désormais la posture qui va être la posture commerciale, et je le dis en connaissance de cause puisque j'ai des intérêts de ce côté-ci du monde. C'est un partenaire, je dirais, conscient de sa supériorité, conscient, je dirais, des jeux peu courageux qu'a pu conduire l'Europe, notamment avec les BRICS, et donc le rapport de force, puisque c'est un rapport de force qu'il va désormais réinstaller, sera un rapport de force, je pense, circonstancié et lucide. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pas de peur ou de crainte, je dirais, supplémentaire, mais on va être dans un rapport de force qui va être différent. Mais je ne considère pas l'Amérique, même économiquement, comme un adversaire ou comme un ennemi, bien au contraire. François Ozillot. Pour rebondir sur ce que dit Philippe, je pense que c'est, pour le peuple français, c'est une forme de fascination et de répulsion en même temps. Fascination parce que c'est le retour du politique et de la politique à l'américaine et au show aussi, parce qu'en termes de communication et d'image, c'était exceptionnel ce qui s'est passé. Enfin, il y a quand même des leçons à apprendre. Et puis surtout sur l'action dès les premières minutes de son installation, mais y compris même dans une arène sportive, à signer des décrets. Enfin, en termes de mise en scène, c'est quand même exceptionnel. Il faut quand même lui reconnaître ça. Répulsion, parce que quand même les sondages démontrent que les Français ont peur du comportement du nouveau président vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Europe. Donc reste à savoir, et c'est là où pour le coup je suis pas forcément d'accord avec Sébastien, reste à savoir comment l'Europe va se comporter, et j'ai l'impression que dans ce que tu disais à l'instant, je reconnaissais du Stéphane Séjourné il y a quelques heures, et c'est pas tout à fait ce que j'attends de Stéphane Séjourné, et je suis plutôt en accord avec ce qu'a dit le bon ministre des Armées ce matin sur France Inter. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas troquer notre sécurité contre des hamburgers et des voitures allemandes. Voilà, ça c'est fait. Alors, je ne suis pas Stéphane Séjourné et je ne suis absolument pas aligné sur les narratifs verbatim de Stéphane Séjourné. Bon, voilà, si c'était pour dire ça, c'était pas la peine. Bon, ça va, on plaisante. Allez, tout de suite, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont décrets, cotisation et valseuse. À peine entré en fonction, Donald Trump signe des décrets à la chaîne contre l'immigration, pour les hydrocarbures. Il gracie des émeutiers du Capitole et ressort les États-Unis des accords de Paris sur le climat. Faut-il taxer les retraités aisés pour financer la protection sociale? Idée évoquée par la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet. C'est une position personnelle, s'empresse de préciser le gouvernement. Et puis un dialoguiste de génie, selon la ministre de la Culture, Rachida Dati. Bertrand Blier, c'est un 85 ans. Des valseuses à tenue de soirée, il avait propulsé Gérard Depardieu à une forme d'humour un peu gras sur grand écran. Les vraies voix Sud Radio. Vous êtes viré. À peine investi, Donald Trump ressort sa formule favorite, cette fois sur les réseaux sociaux, pour annoncer leur licenciement à 4 hauts responsables gouvernementaux nommés sous Joe Biden. C'est l'une des nombreuses décisions actées, aussitôt restaurées dans ses fonctions présidentielles, 4 ans après la fin de son premier mandat. Une pluie de décrets signés en public dans une mise en scène bien soignée. État d'urgence migratoire à la frontière avec le Mexique, fin des dispositifs d'étude des demandes d'asile, remise en cause du droit du sol, droit de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains dès le 1er février, fin du télétravail pour les fonctionnaires fédéraux, grâce présidentielle pour des centaines d'émeutiers du Capitole. On the J6 hostages, pardons. Les otages du 6 janvier d'ailleurs, comme les appelle Donald Trump, il entend relancer la production d'hydrocarbures et d'ailleurs les États-Unis se retirent de nouveau des accords de Paris sur le climat. Trump 45 les en avait sortis, Biden les y avait remis, Trump 47 en ressort donc de nouveau. Les États-Unis s'apprêtent aussi d'ailleurs à quitter l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On va en parler bien sûr dans le coup de projecteur des vraies voix. Et puis deuxième mot, cotisation. Le ministre du Travail propose de taxer certains retraités. Attention, c'est une position
personnel, précise ce matin Astrid Panossion-Bouvet sur TF1. C'est ce qu'on appelle un ballon d'essai. En émettant cette idée, oui, faire cotiser les retraités les mieux lotis pour financer la protection sociale. Ça ne doit pas concerner tous les retraités. Mais genre quoi, la moitié ? Non, ça peut être, je ne sais pas, 40% des retraités. Voilà. Le sujet, c'est qu'il faut qu'on arrête de voir les retraités comme un bloc homogène. Les retraités, il y a autant de retraités qu'il y a de salariés. La ministre du Travail imagine une taxe qui viserait les retraités dont la pension va au-delà des 2000-2500 euros par mois. Sujet sensible et clivant apparemment au sein même du gouvernement, puisque Matignon s'est empressé de rappeler que c'était une position strictement personnelle de la part d'Astrid Panossion-Bouvet. Moi, vous allez me donner la moitié de votre salaire. C'est une position personnelle. Tout va bien. Les 3/4. Oui. Non, on commence par une demi. Non, la moitié, c'est mieux. Allez, troisième mot, valseuse. Le cinéaste Bertrand Blier vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Il avait fait connaître Gérard Depardieu du grand public en lui confiant des premiers rôles comme dans Tenue de soirée ou ici dans Les Valseuses en 1974 avec la célèbre tirade finale. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Gérard Depardieu avec Miu Miu et Patrick Devers dans la Citroën DS, des valseuses, 6 millions d'entrées à l'époque. Certains rigolaient gras, d'autres déjà étaient un peu choqués par l'humour graveleux. La ministre de la Culture en tout cas salue un dialoguiste de génie, un cinéaste immense et anticonformiste, un amoureux fou de la liberté de créer, ajoute aussi Rachida Dati. Philippe, oui. On pourrait avoir des dialogues comme ça encore aujourd'hui. Justement, je me le demande, Cécile, le film aujourd'hui serait très mal reçu, Les Valseuses, la manière dont il traite la femme, et je trouve, mais pardon, je suis toujours rabat-joie, dialoguiste brillant, étincelant parfois, de génie, non, de mon point de vue, mais enfin Alors, bon. je rappelle que le film était interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie. On pourrait plus faire un film comme Les Valseuses, ou même comme Tenue de soirée, qui a été fait en 86, 12 ans plus tard. Je sais pas, moi je suis moins sévère que vous. Aujourd'hui, vous avez des... Enfin, quand on parle de dialogue, quand on parle de scénario, finalement, tout ça est très humain. Enfin, quand vous regardez les films qu'a pu réaliser Guillaume Canet, c'est un autre style, c'est un autre genre, mais c'est plutôt, mais c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt bien raconté. Il y a aussi de bons dialogues. C'est pas trash, hein. Non, pas du tout. Mais attendez, vous n'avez pas besoin. C'est ennuyeux. Vous n'êtes pas obligé de. Le bon cinéma n'a pas besoin d'être trash. Non, mais Bertrand Blier et Canet, c'est le jour et la nuit. Mais comme Woody Allen et je sais pas moi, il y a plein de styles différents. Non, mais vous vous enfoncez, c'est pas ça. Non, mais attendez. Vous voulez une bouée? Vous voulez qu'on envoie la pub ou pas? On va pas s'enfoncer, mais bon, voilà, Bertrand Blier est un grand cinéaste, est un grand dialoguiste, mais je veux dire, ce qu'il a pu faire, d'autres peuvent le faire encore aujourd'hui. On n'est pas dans une société où quelque part la censure et la morale s'imposent à tous. Je suis effectivement plutôt d'accord avec Cécile. Je suis pas certain, hélas. Alors moi, je suis de la génération qui a un peu connu Bertrand Blier, qui connaît les Canet et compagnie évidemment, et qui a plus ou moins tout regardé. En termes de dialogue, d'écriture, c'était quand même de l'horlogerie suisse. Enfin, on peut pas dire autre chose. Et pour reprendre un certain nombre d'anciens acteurs ou humoristes qui ont pris la parole ces dernières semaines, encore récemment, notamment à la mort de Michel Blanc, Thierry Lhermitte disait aussi qu'ils ne pourraient pas refaire les films qu'ils ont fait dans les années 70, notamment Les Bronzés, et Les Inconnus aussi, qui m'ont fait hurler de rire quand j'étais adolescent, hurler de rire, tout ça est indémodable en plus. Les Bronzés comme Les Inconnus, les générations qui suivent continuent à regarder et sont aussi morts de rire. La tendresse bordel qui est repassé il y a 15 jours. Non, mais même les Coluches, tous ces gens-là. Et on ne pourrait pas le refaire, je pense. Bien sévère. On ne pourrait pas aller aussi loin en tout cas. Et c'est bien dommage. Montez un spectacle, Sébastien, et voyez ce que vous pouvez dire et pas dire. Dans une vie antérieure. Cécile. Quoique sur scène, oui, exactement. Mais quoique sur scène, c'est peut-être différent. Mais la télévision, le cinéma, c'est autre chose. On pourrait jouer, vous demanderiez à Cécile, ne te promène donc pas toute nue. C'est une très belle pièce. Il est chaud, Philippe Bilger. Un seau d'eau froide pour Philippe Bilger. Philippe Bilger n'est pas chaud, il est très
Mais non, mais c'est une pièce comique. Allez les amis, vous restez avec nous. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le grand débat du jour, plus d'1 million d'euros de dégâts à Mâcon après les émeutes du week-end. Alors parlons vrai. Est-ce que cette mesure qui est faisable vu les engagements européens de la Convention européenne des droits de l'homme, cette mesure qui consisterait à aligner des peines des narcotrafiquants sur les terroristes? Et à cette question, comme le demande le maire de Mâcon, faut-il appliquer les lois contre le terrorisme aux narcotrafiquants? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Étienne Blanc est avec nous, sénateur LR du Rhône et rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur le sénateur. Il faut aligner, ou en tout cas il faut un nouvel arsenal législatif pour les narcotrafiquants, ou tout ce qu'on a aujourd'hui est suffisant selon vous? Il faut deux choses. D'abord, il faut une nouvelle organisation de la lutte. C'est la création d'un procureur national qui sera en charge de la lutte contre la criminalité organisée, comme il y a aujourd'hui un procureur national en charge de la lutte contre le terrorisme ou un procureur national financier. Et puis deuxièmement, il faut toute une série d'adaptations de notre code de procédure pénale et de notre code pénal pour être au niveau de la criminalité organisée en matière de stupéfiants. On en parle dans un instant, ne bougez pas. 0826 300 300, vous voulez participer, vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. L'avantage des vraies voix, c'est qu'il n'y a pas une émission qui se ressemble, puisqu'il y a toujours des gens différents autour de cette table, des humeurs différentes. Parfois c'est très jovial, parfois ça se dispute beaucoup, parfois c'est ça qu'on aime en tout cas. C'est comme à la maison, c'est que comme autour du poulet le dimanche. Voilà, c'est toujours un truc qui se passe. Avec tonton Philippe qui est avec nous, Philippe Bilger, magistrat et fondateur de l'Institut de la Parole, cousin Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et patron de Presse Libre, et François Ouzillon, aussi une cousinade. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouzillon. J'ai jamais dit ça. Non, c'est vrai, Cécile, pardon. Vous n'avez pas dit Ouzillon. On l'a tellement déformé, mon nom. J'ai dit Ouzillon. Oui. Ah bon. Il faudra changer ça sur le site internet de Vernon. C'est à jour. Maire de Vernon. Non, allez, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. On vous souhaite la bienvenue. C'est le grand débat du jour. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Alors, que s'est-il passé à Mâcon ce week-end? Ce qui s'est passé, c'est que vers 23h dans la nuit de samedi à dimanche, un groupe de jeunes a mis le feu à différents bâtiments publics. Des grosses détonations et des feux d'artifice, alors je pense des tirs de mortier, des choses comme ça fait peur quoi. Ils s'en sont pris à des bâtiments publics, mais aussi à des véhicules, je crois. Tout à fait, il y a 7 véhicules de brûlés, dont certains sont faits par le centre Leclerc qui sont mis à disposition des gens qui n'ont pas de véhicule, donc c'est encore plus stupide. C'est terrible ce qui arrive, on n'y supporte plus quoi. Là aujourd'hui, si vous voulez, c'est un véritable fléau, on le voit dans toutes nos villes, on le voit même maintenant dans les campagnes, et on a des moyens, j'allais dire traditionnels, qui ne sont plus adaptés. Ils se vengent de quoi? Non, c'est inadmissible, moi je suis révolté, révolté. Et donc après ce refus d'un local municipal, des émeutes ont éclaté ce week-end à Mâcon. Plus d'1 million d'euros de dégâts pour l'instant. Selon le maire, il réclame l'application des lois antiterroristes au narcotrafic. Alors parlons vrai, peut-on mettre sur le même pied terrorisme et narcotrafic? Et comme le demande le maire de Mâcon, faut-il appliquer les lois contre le terrorisme aux narcotrafiquants? Vous dites encore et toujours oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Étienne Blanc est avec nous, sénateur LR du Rhône et rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Merci monsieur le sénateur et bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, on veut toujours changer la législation. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez que ce serait intéressant? Alors justement, ma chère Cécile, si joliment habillée, puisque je fais référence à la pièce tout à l'heure relativement libertine, je ne suis pas totalement d'accord avec monsieur le sénateur et à l'analyse que vous venez de faire, parce que au fond, je me demande si en permanence, confronté à des blocs de délinquance qui n'ont rien de nouveau, qui s'amplifient, qui s'aggravent, on ne cherche pas le salut d'une certaine manière dans la fuite de changement, d'adaptation, et la nouvelle mode, c'est de réclamer
à chaque fois un nouveau parquet national. En ce qui me concerne, mais je le dis très très modestement, je pense qu'à l'heure actuelle, on a tous les outils pour lutter contre le narcotrafic à partir du moment où celui-ci, à mon sens, n'a pas grand-chose à voir avec le terrorisme, notamment sur le plan de l'intention directement mortelle, et que, au fond, il faudrait peut-être, plutôt que de chercher en permanence de nouveaux outils de répression, se servir absolument et pleinement de ceux dont on dispose aujourd'hui. Et ça veut dire qu'à tous les niveaux, au niveau du pouvoir politique, au niveau des exécutants, au niveau de la magistrature, on prenne ces problèmes à bras-le-corps. Sébastien Ménard. Complètement aligné, une fois n'est pas coutume, avec Monsieur le procureur Philippe Bilger. Moi, j'en ai marre qu'on nous bassine avec des dispositifs exceptionnels, rajouter une couche d'exception à l'exceptionnel ou d'exceptionnel sur l'exception. Appliquons la loi, construisons des prisons, remplissons-les. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Elles sont pleines déjà. Non, mais construisons des prisons et remplissons-les. Je l'ai dit dans cet ordre-là, Cécile de Minibus. Et ce que je dis aussi, c'est que quand vous discutez, et vous pouvez probablement attester de ce que je vais dire, Cécile de Minibus, puisque vous connaissez un certain nombre de fonctionnaires de police, la frustration des forces de l'ordre, à qui on dit n'y allez pas, reculez, quand il y a des émeutes, quand il y a des descentes à faire dans les quartiers, dans les caves, sur les toits, etc. La plupart du temps, finalement, la doctrine, c'est pas de vague. Voilà, c'est évidemment pas de vague. On peut pas dire ça aujourd'hui, les choses ont changé, attendez. Évidemment pas de vague, évidemment pas de bavure. Attendez, moi je le vois dans ma cité Biarrotte. Certes, c'est pas le Bronx. Certes, c'est pas ce qui se passe à Mâcon. Certes, c'est pas ce qui peut se passer dans les quartiers nord de Marseille. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, finalement, on dit oh mais c'est pas grave, c'est deux gamins isolés. Et vous avez quand même pour des problématiques de stupéfiants des jeunes gens qui se font quasi massacrer à 19 ou 20 heures. Voilà, c'est ça qui se passe un peu partout. Donc arrêtons l'exclusionnite, voilà, laissons les forces de l'ordre travailler, intervenir de manière sévère et que la justice fasse son travail. Mais quand la justice fasse son travail, l'idée c'est pas de permettre à des délinquants d'être sous bracelet électronique et de continuer à dealer, de continuer à terroriser des quartiers, c'est enfermons-les, coupons les téléphones portables. Voilà ce qu'il faut faire. Et ça c'est dans la loi. François Osilio. Alors déjà, empathie pour le maire Jean-Patrick Courtois. On est un certain nombre à avoir connu ça dans la période compliquée de juillet 2023. Vous vous rappelez pourquoi ? Moi, c'est plusieurs millions d'euros qui ont été détruits, 2 bâtiments en l'occurrence. Donc je sais ce que c'est que les nuits compliquées à regarder les caméras de vidéoprotection et de se dire j'espère que ça va pas brûler. En revanche, pour moi, il y a 2 catégories d'élus. Et je vous le dis en toute franchise, et même si ça ne me vaudra pas forcément de l'amitié de certains de mes confrères maires. Il y a ceux qui pactisent avec le diable, qui sont prêts à tout accepter, à fournir même potentiellement des locaux ou un certain nombre de choses, comme ce ne fut pas le cas de Jean-Patrick Courtois. La paix sociale. Voilà, qui achète la paix. Et souvent, quand on achète la paix, on achète aussi des voix. Et ça permet aussi de repasser lors des prochains scrutins. Bizarrement, c'est parfois des villes dans lesquelles il y a moins de problèmes, ou quand il y en a, c'est parce que le maire, justement, a un peu changé de pied sur un certain nombre de sujets. Et il y a eu des scandales, genre tout ce que je dis est documenté et prouvé. Et d'autres qui ne cèdent pas au chantage, et ce fut le cas de Jean-Patrick Courtois, qui n'a pas voulu donner ce local et qui a résisté, parce que comme il l'a dit, on teste. Non, il a fourni un local qui ne leur convenait pas. Qui convenait parce qu'on pouvait y accéder assez facilement, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. En revanche, il le disait aussi lors de ses interviews, on teste en permanence la République, on teste les élus, on teste la laïcité, on teste tout un tas de sujets, et donc je pense qu'il faut toujours à chaque fois répondre avec énormément de fermeté. Parfois, hélas, ça se termine mal, et ce fut le cas évidemment à Mâcon, et ça se reproduira forcément. Je suis d'accord par contre avec ce qui a été dit concernant Sébastien et Philippe. L'arsenal existe déjà. Néanmoins, les bandits, les criminels ont toujours un temps d'avance, donc il faut quand même s'adapter et essayer pour le coup d'avoir cette fois-ci un temps d'avance de notre côté. Je donne l'information exacte concernant ce local. Ils voulaient un local indépendant pour eux, pour bénéficier de la législation qui interdit aux forces de l'ordre d'y rentrer sans commission rogatoire. C'est ça. Voilà. Alors, Étienne Blanc, vous êtes sénateur LR du Rhône, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic.
Est-ce que la guerre, elle n'est pas perdue contre le narcotrafic quand on voit, comme le disait François Ozillot, que certains élus pactisent avec le diable et que d'année en année, les crash tests de la République sont toujours au détriment de la République? Je tiens à rappeler que certains sont sous la menace, aussi. Des maires qui peuvent être sous la menace. Bien sûr, bien sûr. Étienne Blanc. Il faut prendre les choses avec beaucoup de pragmatisme. Moi, je viens d'entendre monsieur le procureur général Bilger, et le droit serait suffisant. Mais ce n'est pas nous, parlementaires, qui avons souhaité faire évoluer le droit. Ce sont les policiers qui nous ont expliqué qu'un certain nombre de règles de droit étaient insuffisantes. Ce sont des magistrats qui nous ont dit les difficultés qu'ils avaient à juger. Alors bien sûr, tout ça, il faut le placer dans un cadre général. Effectivement, il manque 30 000 places de prison en France, ça a été dit tout à l'heure. Je rappelle quand même qu'en 2002-2003, Dominique Perbel avait fait un plan pour construire des prisons. Il a été mis à bas par Madame Taubira. Aujourd'hui, malheureusement, on touche les dividendes négatifs de cette décision. Mais je voudrais rentrer, si vous me le permettez, un peu dans le détail et donner quelques exemples. On a voulu tout à l'heure dire qu'il faut calquer la loi qui va permettre de lutter contre le trafic de stupéfiants sur la loi terrorisme. Non, il ne faut pas la caler, mais il faut s'inspirer d'un certain nombre de dispositifs qui ont fonctionné. Et je voudrais en citer quelques-uns. C'est le cas notamment du renseignement. La loi de lutte contre le terrorisme, elle a permis de donner des moyens supplémentaires pour lier le renseignement et les procédures judiciaires. Et on le sait bien, en matière de trafic de stupéfiants, c'est le renseignement qui est au cœur des politiques et qui doit être au cœur des politiques. La deuxième chose que nous faisons dans ce texte, nous permettons une meilleure coordination entre les différents services. Dans nos travaux de la commission d'enquête, on a constaté qu'en France, on travaille beaucoup en silo et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme aussi. Et c'est pour ça que nous voulons créer un parquet national. Parce qu'il permettra de concentrer, de coordonner, d'identifier une politique nouvelle de lutte contre le narcotrafic. Au même titre, c'est le troisième sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est la question du blanchiment. Aujourd'hui, grosso modo, on saisit pas loin d'1 milliard d'euros de biens qui proviennent de la criminalité organisée. On saisit moins de 300 millions qui proviennent du trafic de stupéfiants. Et pourtant, le trafic de stupéfiants, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et grosso modo 3 milliards de résultats nets. Il faut aujourd'hui amplifier les politiques de lutte contre le blanchiment, mais donner des outils nouveaux. Et je voudrais vous en citer un. C'est ce qu'on appelle la procédure pour ressources inexpliquées. Dans un dispositif de trafic de stupéfiants, vous constatez qu'une personne s'est constituée un patrimoine, vous lancez cette procédure et c'est à elle de justifier les conditions dans lesquelles elle a fait ses acquisitions. C'est une demande très très forte des magistrats et des policiers. Puis quatrième élément, dans la lutte contre le terrorisme, on utilise des techniques spéciales d'enquête, des systèmes de balisage, des systèmes de surveillance satellitaire, pénétrer dans un téléphone, dans un ordinateur. Les magistrats et les policiers nous demandent qu'il en soit de même pour la lutte contre le trafic de stupéfiants. Donc, vous avez raison, de manière générale, on manque de places de prison, on manque de moyens, on manque de personnel. Il n'empêche que sur un certain nombre de dispositifs législatifs, nous avons des faiblesses et qu'on peut y remédier. C'est ce que nous ferons le 28 janvier par l'adoption d'un nouveau texte qui, à mon avis, sera très utile. Allez, direction 0826 300 300 avec Christophe qui est avec nous. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Je vais essayer de répondre à ce qui me semblait être la première question. Peut-on appliquer les mesures particulières des actes terroristes à ce qui se passe à Mâcon? C'est bien ça? Oui. Alors, quand on regarde l'état de lieu des groupes violents qui atteignent à la vie, qui volent, dealent, détruisent et blanchissent, on est dans l'article 421-1 du Code pénal. Définition du terrorisme, les infractions commises intentionnellement en relation avec une entreprise, individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public, par l'intimidation ou la terreur, constituent des actes de terrorisme. Donc, dans ce qui pourrait sembler le droit commun, les délits de rue, on est en plein acte de terrorisme et rien ne s'oppose dans ce cas-là aux mesures particulières, c'est-à-dire les visites domiciliaires de jour et de nuit,
les gardes à vue jusqu'à 144 heures, les mesures individuelles de contrôle et les gels des avoirs financiers et étendus aux personnes qui incitent au terrorisme, aux actes de violence. Donc les outils, on les a. C'est l'application de la loi qui manque. Et Philippe Bilger ne me contredira pas. Ce qui nous manque, c'est application de la loi citée par les procureurs. Philippe Bilger, répondre à Christophe. Monsieur, oui, ce que vient de dire Christophe est très intéressant, mais si vous le permettez, monsieur le sénateur, évidemment, je connais la qualité du travail sénatorial, mais quand j'avais l'air de discuter cette volonté de découper en tranches des catégories gravissimes de la délinquance et de la criminalité, mon inquiétude venait du fait que j'ai l'impression que de plus en plus, au détriment de ces blocs de délinquance et de criminalité, on oublie peut-être qu'il serait nécessaire d'adapter l'état de droit, de le rendre moins sophistiqué pour la délinquance en général. Et donc je crains que cet investissement ô combien compréhensible sur ces blocs de criminalité détourne la police ou les magistrats eux-mêmes de s'occuper de cette délinquance qui trouble infiniment plus nos concitoyens. C'est une question, pardon. Ah, très court, hein, monsieur le sénateur. Très court, parce qu'on a des questions. Oui, la question, est-ce que ce qui s'est passé à Mâcon relève de la qualification d'acte terroriste? Moi, je ne le crois pas. C'est une question qui pourrait juridiquement, évidemment, être discutée. Non, moi, ce qui m'a inquiété à Mâcon, c'est quoi? C'est que ça confirme ce que nous avons constaté avec mon collègue Jérôme Durin, sénateur de la Saône-et-Loire et président de la commission. C'est qu'aujourd'hui, la France est en train de basculer dans ce que l'on peut appeler un narco-État, et qu'un certain nombre de signes sont parfaitement inquiétants. Lorsque on cherche à faire pression sur le maire de Mâcon, c'est un peu comme la corruption. On s'attaque à la puissance publique. Et ça, c'est un des signes qui permet de qualifier la bascule vers un narco-État, et c'est terriblement inquiétant. Mais d'ici à qualifier cela d'acte terroriste, je crois qu'il y a un pas. François Ouzillot. Oui, regardez ce qui se passe dans les ports. Anvers, Rotterdam, Le Havre, dockers corrompus, tués. Je crois que même, je ne sais plus si c'était en Belgique ou en Hollande, mais des hommes politiques il y a eu des tentatives d'assassinat de la part d'un certain nombre de mafias, et notamment la Mocro Mafia, qui est quand même très connue et qui s'implante de plus en plus. Donc il faut s'adapter. Donc je fais rappel à fine bouche sur la manière dont il faut s'adapter, que ce soit humain, matériel, financièrement, en termes d'armement, comme ce fut le cas en Amérique du Sud il y a un certain nombre de temps maintenant. Le CAC 40, si j'ose dire, des narcotrafiquants, ils sont plus dans nos cités, hein. Ils sont à Dubaï, au Maroc, et c'est là-dessus qu'il faut agir. Et je vois que ce fut le cas, je crois, hier ou ce matin. Le chat, comme il se faisait appeler, va être extradé. Le patron du clan Yoda, je crois, va être extradé chez nous. Et donc voilà, c'est les accords de nouveau avec ces pays-là pour les déloger de là où ils se sont installés, de là où ils gèrent leur... Exactement, à la racine, effectivement, par le mal, et aussi au niveau financier, puisque c'est comme ça que ça tient. Merci beaucoup, Étienne Blanc, sénateur LR du Rhône et rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christophe, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec le Qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Merci. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe Bilger est avec nous, le grand gagnant devant l'éternel du qui c'est qui l'a dit, hein Philippe? Oui, même si c'est pas vrai, vous savez. C'est une espérance en tout cas. Ah non, mais c'est pas une prédiction. Ah d'accord. Ça est fait rétroactif. Donc oui, d'accord. Je croyais que vous m'annonciez une victoire qui depuis quelque temps est trop rare. Pourquoi c'est arrangé entre vous? Je l'espère, Philippe, je l'espère. Ça sera pas aujourd'hui. François Ouzillot est avec nous, maire de Vernon, et puis Sébastien Ménard, patron de Presse Libre. Voilà, je raccourcis vos titres parce que sinon on va y passer pendant des heures. Christophe, vous êtes avec nous, vous pouvez lancer le jingle, le jungle. Oui, le jungle. Alors c'est parti pour le quiz. Grand moment de réflexion, mais restons fidèles à notre devise, faire face, même face à Philippe Bilger. Moi j'ai créé une peur artificielle. Je crois que vous êtes une target, Philippe Bilger. Allez, le qui c'est qui l'a dit face à Christophe, 3 points. J'ai été sauvé par notre Seigneur, car il lui aussi veut que l'Amérique soit grande à nouveau. Christophe.
Fastoche. Donald Trump. Bonne réponse de Christophe. C'était cadeau, ça. Il est sournois, Christophe, parce qu'il le dit Oui, tout doucement. tout doucement, oui. Sournois. C'est qui l'a dit à 3 points? On ne peut pas avoir une guerre commerciale et en même temps construire l'Europe de la défense. Christophe. Langauchat. Je passe. Le Cornu? Non, le Séjourné. Bonne réponse, Stéphane Séjourné. 3 points pour Sébastien Ménard. Attention, il va falloir être rapide. Qui c'est qui l'a répondu à Stéphane Séjourné? On ne va pas échanger notre sécurité militaire contre des hamburgers. Christophe. Là, j'ai le droit à le Cornu. Oui. Bah oui. 3 points pour François Ouzillot. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur la cérémonie d'investiture de Donald Trump? Il y a de quoi être jaloux. Christophe, c'est quelqu'un qui était une Française. Alors, c'est pas Marine Le Pen, était pas... Non, Knafo, bonne réponse, Sarah Knafo. Ah bah dis donc, ils sont au taquet. Hein. Ça va, Philippe Bilger? J'ai dit Knafo, mais trop bas. Ah bah il a révisé, François. Trop bas. Qui c'est qui l'a dit sur l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche? Si nous faisons rien, nous allons être dominés, écrasés, marginalisés. Christophe. Ah bah ça, je crois que je sais. Christophe. Le président de la République. Non. Bayrou. Bonne réponse de Philippe François Bilger, Bayrou. qui ouvre son compteur. Le PM. Avec 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Pour la gauche aussi, réduire la dette est une bonne chose. La dette publique, c'est l'ennemi de l'action publique. Alors Christophe, c'est un ancien ministre, ancien député, qui aujourd'hui dirige un grand organisme d'État. Il y en a beaucoup et il nous coûte très cher. Non, je passe. Allez-y. Non. Les vraies voix. Non. Donc de gauche. Oui. C'est pas de Rugy? Non. Non. De gauche. Eh ben non. C'était Moscovici. Bonne réponse de Sébastien Ménard, le premier président de la Cour des comptes. Question, qui c'est qui l'a dit 3 points? En démocratie, la liberté d'expression est un droit limité par la loi. Il n'y a que les libertariens pour imaginer qu'elle est absolue. Christophe. Je passe. Le président de l'ARCOM, Franck-Olivier Mestre. Bonne réponse de Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Attention, c'est drôle. Pour la gauche et l'extrême gauche, tous les opposants sont des nazis. Christophe. Marine Le Pen? Non. Pas loin. Pas loin. Mais c'est un homme. Ciotti? Non, Marine Le Pen n'est pas un homme, c'est pas ce que je voulais dire. C'est un député. Un député. RN? Bardella? Oui. Non, il n'est pas député. Européen, si, quand même. Ménard? Non. Non. Mais Ménard n'est pas député. Non, mais bon. Julien Rodoul. C'est ça, Julien Audoul. Bonne réponse de Sébastien Ménard, oui. Qui c'est qui l'a dit, chers amis? Donald Trump voit l'Europe comme une balance commerciale qu'il faut rééquilibrer. Christophe. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Aïe. Et il cherche du travail. Oh, il en a trouvé un temps partiel de l'autre côté de l'Atlantique. Allez. Christophe. Thierry Breton. Bonne réponse, Voilà. Thierry Breton. Sébastien Ménard, un poil plus rapide. Et C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, écoutez, Sébastien Ménard, 12 points. Philippe Bilger, François Ouzillot, 6 points. Vous êtes à 3 points, donc pas Fanny. Et c'est voilà. bien. Voilà, bah écoutez Christophe. Bravo. Et pour le lancement du qui c'est qui l'a dit, il y a du talent. Hein. Ouais, Oui, c'est Christophe. vrai, c'est pas mal. Hein, oui. J'ai un truc à vous dire. Vous revenez quand vous voulez parce que vous êtes très bon. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Et nous Ah, avons oui. des auditeurs de grande qualité. Et on aime nos auditeurs. Parfois plus qualitatifs que nos vraies voix. Ah, je vais faire une émission sur le plateau, un de ces jours. Mais venez, Cécile a raison. venez Christophe, vous êtes le bienvenu. Comme disait Thierry Leluron en imitant Georges Marchais, viendez. Ouais. Avec quelques chocolats. Va pas falloir me parler comme ça. Non mais je propose à Aude de vous inviter avec nous en plateau quand vous voulez. Je viendrai. Merci mille fois en tout cas On d'avoir vous été avec embrasse. nous. Allez, dans un instant le journal, le bulletin météo avec Rémi André, avec peut-être de bonnes nouvelles, et puis Philippe David. Là, c'est des mauvaises nouvelles en revanche. Là, moi, je vais pousser un coup de gueule sur une interprétation honteuse qui a été faite. Vous voyez ce que je veux dire? Elon. Ah oui. Elon Musk. oui. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. À tout de suite. Ouais. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Avec Philippe David, tous les jours, on est très heureux de vous accueillir. Avec autour de cette table, Sébastien Ménard, entrepreneur dans la food tech et patron de Presse Libre, François Ouzillou, qui est maire de Vernon et conseiller régional de Normandie, et Philippe Bilger, ancien magistrat, ancien président, fondateur de l'Institut de la Parole. Ça va l'Institut de la Parole, Philippe David et Philippe très Bilger? bien, Ouais. très bien. Ouais. Ça parle un peu? Ah ben ça parle et ça parle surtout. Bien sûr, ça permet de montrer l'importance de la parole, même à ceux qui croient ne pas savoir en user correctement. Eh ben, on va donner l'occasion à Guy de Paris d'en user au 0826 300 300. Bonsoir Guy. Bonsoir Guy. Bonsoir Sud Radio, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs, tous mes vœux pour cette année. Et ben nous aussi, mon cher Guy. Et vous on a besoin d'espérance. Exactement. Alors, c'est ce pas. que je veux dire, c'est que nous en sommes presque au retour du partage de Yalta. À savoir que nous avons d'un côté un monstre qui s'appelle, qui est très agressif, qui s'appelle Poutine, qui est en train de s'avaler quelques pays d'Europe, d'une part. Et on a aussi maintenant Trump, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui fait la même chose, qui veut s'avaler une partie de la... Oui, le Panama, le Groenland et le Canada. Le Panama, le Canada, etc., d'autres pays. Donc, ce sont deux monstres qui sont en train qui vont s'accorder, à mon avis. Ils vont s'accorder en ce qui concerne la guerre d'Ukraine, ils vont s'accorder pour faire ce partage. Ça va être très dur pour l'Europe. Il faut que l'Europe maintenant se remue derrière, que les pays s'unissent, qu'ils s'unissent absolument sur des principes qui sont essentiels, amener du travail dans cette Europe. Fini maintenant la bagarre entre ces pays et surtout que ces pays arrêtent de se tourner soit vers la Russie, soit vers les États-Unis pour faire des affaires. Je prends le cas de l'armement. C'est une honte de voir que certains pays d'Europe achètent de l'armement qui est très cher, achètent de l'armement aux États-Unis. Excusez-moi Guy, mais tous les Européens, à l'exception des Grecs, des Croates, et je crois qu'il y a un contrat en négociation qui a été signé avec la Serbie, et la Serbie n'est pas dans l'Union Européenne, tous ont acheté des F-35, aucun n'a acheté des Rafales, et nos amis, je mets des guillemets, allemands, n'ont même pas mis le Rafale en compétition. Je suis en train de vous dire. Oui, mais c'est pas demain que ça va changer. Hein. Il faut que ça change. Bien sûr. Parce que sinon, on va se faire bouffer. Je vous le dis, c'est le partage de Yalta auquel la France n'a jamais pu participer. Guy, on fait tourner la parole pour ceux qui veulent. Guy a raison. D'abord, l'appréhension des deux personnalités qui, d'une certaine manière, risquent de dominer le monde. Et ensuite, sur l'obligation d'union de l'Europe, sans qu'on soit assuré du résultat, bien sûr. François Ouzillou. Ouais. Moi, je pense que s'il y a une bipolarisation encore, elle est surtout entre les États-Unis et la Chine. La Russie se retrouve un peu coincée au final. Et si Poutine, elle est alliée de la Chine quelque part. Oui, effectivement. Et si Poutine n'a jamais été autant disponible pour s'installer à la table des négociations depuis que Trump est arrivé ou a regagné en novembre et officiellement investi depuis hier. Et il est prêt, à mon avis, à fortement discuter. Sébastien Ménard. Trump est un deal maker. Un deal maker en affaires, c'est le mec avec qui vous êtes capable de faire des deals ou pas de faire des deals. Voilà. Donc, est-ce que l'Europe et la France en particulier est capable de faire des deals avec Donald Trump? Moi, je le pense. Merci Guy, en tout cas pour ce sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé au 0826 300 300 comme vous voulez le faire. Vous nous laissez un message sur notre répondeur et on vous sélectionne et vous venez en direct. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. On va râler sur quoi ce matin? Je vais parler de Bellamy. Pas François Xavier, mais le salut de Bellamy. Vous allez voir. Eh bien écoutez, c'est dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Merci de votre fidélité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont de retour. Heureusement que les micros sont coupés pendant les pubs. Mais je dois dire qu'on rit beaucoup, Cécile de Ménibus. Vous savez quoi? J'ai envie de pousser un coup de gueule. C'est parti. Allez-y. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui n'est pas franchement un village et qui n'est pas en France puisqu'il s'agit de Washington DC, même si c'est là-bas pour pratiquer l'humour toujours subtil de Cécile de Ménibus.
Pourquoi Washington DC? Parce que depuis hier soir, Twitter s'est déchaîné en accusant Elon Musk d'avoir fait un salut qualifié de fasciste par certains, de nazi par d'autres. Il est vrai que le geste peut surprendre, mais contrairement à certains, prend à voir Hitler et Mussolini partout, j'ai été creuser l'origine de ce geste qui n'est absolument pas un salut nazi ou fasciste. Ce salut est le salut de Bellamy, Bellamy Salute ou Flag Salute en version originale, salut d'allégeance au drapeau, utilisé pour la première fois le 21 octobre 1892, jour du Columbus Day, qui marquait le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Rappelons que le créateur de ce salut, Francis Bellamy, était un pasteur et écrivain socialiste et qu'en 1892, Mussolini avait 9 ans et Hitler 3. Difficile donc de voir une aspiration fasciste ou nazie à ce salut. Un salut qui sera utilisé 50 ans, puisqu'en 1942, vu sa ressemblance avec les saluts fascistes et nazis, le Congrès vota le 22 juin la loi numéro 77-623, amendée le 22 décembre par la loi 77-829, qui spécifie que, j'ai été chercher le texte de loi en anglais, « The pledge be rendered by standing with the right hand over the heart ». Le serment sera prêté debout avec la main droite sur le cœur. Entre-temps, ce salut de Bellamy avait été un sacré pied de nez à Hitler, puisque lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, les 3 athlètes américains qui avaient trusté le podium du saut en hauteur, Cornelius Johnson, Dale Valbritton et Dale Osterber, les 2 premiers étant noirs, avaient fait ce salut vers les drapeaux américains pour se venger d'Hitler qui les avait snobés car noirs, même cause, mêmes effets que pour Jesse Owens. Bref, les accusations d'accointance fasciste ou nazie sont en comble dans la mauvaise foi, puisque juste après, Elon Musk tient ses propos. My heart goes out to you. My heart goes out to you. Mon cœur va vers vous. Fin de la mauvaise polémique. Et tournez vos doigts 7 fois sur votre clavier avant de tweeter. Très bien, Philippe. Et il est évident que les accusations de nazisme et de fascisme vont surabonder durant le mandat de Trump avec Elon Musk. C'est une évidence. Et on banalise ces noms, ces dénominations. C'est un scandale. François Ozio. La preuve en est que quand on est cultivé, on raconte pas de bêtises. C'est la différence entre Philippe David et beaucoup de conneries qu'on lit sur les réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup, mais je me suis renseigné quand j'ai vu ça. Alors, moi, il y a eu sujet aujourd'hui dans l'entreprise, puisque tout le monde a vu évidemment ces images, et c'est vrai que la jeune génération qui n'a peut-être pas le recul nécessaire pour faire le travail d'investigation et d'historien que vous nous avez proposé ce soir, avait évidemment assez vite jeté en pâture Elon Musk dans les griffes de l'extrême droite. Voilà, donc on m'a quand même expliqué qu'il avait financé un certain nombre de colloques d'extrême droite, etc. Donc c'est vrai que le geste est un peu limite, et décorrélé de ce que vous venez de nous raconter, l'amalgame est rapide et facile. Et j'ai même la photo des 2 athlètes noirs et de l'athlète blanc qui font le bras vers les drapeaux américains. Bravo et merci Philippe David. Après, je ne fais pas de lien, mais il a quand même mis en avant la vice-présidente de l'AfD il y a encore une dizaine de jours sur son réseau. Oui, tout à fait. Je ne fais pas de lien forcément. Absolument. Merci mais beaucoup. Vous l'insinuez. Je le signale. Je signale. Voilà, c'est tout de suite l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et François Bayrou entend tirer les enseignements nationaux de l'élection législative partielle du week-end dernier en Isère. Oui, cette première circonscription de l'Isère était passée dans l'escarcelle de la France insoumise suite à la dissolution l'été dernier. Mais le député LFI Hugo Prévost a démissionné suite à des accusations de violences sexuelles, d'où cette législative partielle. Et donc dimanche, la candidate Renaissance Camille Gallière-Mignet l'a emporté sur le candidat LFI Lies Loufoque. Victoire macroniste, mais avec une faible participation, seuls 38% des électeurs sont allés aux urnes. Il n'empêche donc, cet après-midi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre François Bayrou a longuement évoqué cette élection tout à l'heure, saluant la nouvelle députée Renaissance et voyant dans ce résultat un message national adressé par les électeurs isérois. Un message qui me semble d'une clarté aveuglante, une démarche de rassemblement, une aspiration à la stabilité. Ils ont le besoin que des sensibilités différentes acceptent de se regrouper, spécialement parce que notre pays connaît des difficultés particulières, mais aussi l'état du monde. Il est inimaginable que nous relevions ces défis en étant divisés.
dans l'injure, dans l'accusation réciproque. Attaque implicite contre la France insoumise de la part du Premier ministre François Bayrou. LFI qui mettait en avant plutôt la très forte abstention de 2/3 des électeurs de cette circonscription de l'Isère, ainsi que le soutien du RN à la candidate macroniste au second tour. Une élection législative partielle décidément sensible, puisqu'elle est sensible aussi à gauche. Raphaël Glucksmann ayant refusé de soutenir publiquement Lies Loufoque, le candidat LFI défait, donc militant d'ailleurs qu'on connaissait plutôt jusqu'ici pour son combat, vous savez, en faveur des droits des enfants placés en famille d'accueil. C'était plutôt là-dessus qu'on le connaissait nationalement jusqu'ici. Vous auriez pu rappeler, mon cher Félix, qu'Ercilia Soudet a considéré que c'est le bloc bourgeoiso-fasciste qui est responsable de la défaite de la nouvelle... Évidemment. Elle a tweeté ça, le bloc bourgeoiso-fasciste, oui. Évidemment. Un petit tacle, la France insoumise. Ah oui, Bam. vous seriez déçus. Non, enfin, pas plus méchamment que ça. Ça démontre quand même, et c'est plutôt de bon ton, que l'outrance permanente de la France insoumise n'est pas un projet politique. Et manifestement, ça commence de nouveau à se redire dans les urnes. Un rejet plutôt, en plus. Oui. Et moi, j'ai le sentiment que pas partout, mais en tout cas là, les Français ont compris que les fachos sont pas nécessairement ceux qu'on croit. Et en l'occurrence, les fachos d'extrême gauche ont fait 35%, là où la candidate dite de rassemblement, fait 65% quand même. Merci beaucoup, Félix. Allez, vous restez avec nous. La suite des vraies voix dans quelques instants avec le coup de projecteur des vraies voix. Et oui, je sais qu'il y a un tour de table avant, mais je sais. Mais j'avais juste incité à téléphoner. Excusez-moi. Pour une fois. Je vais appeler alors. Voilà, Vous voyez, on a un réalisateur qui prend l'émission bien à fond. C'est clair. On a un réalisateur qui me marque à la culotte. Là, ça va faire plaisir à Philippe Bilger. Je veux pas de jaloux. Je disais, je rebondis sur Donald Trump qui signe donc des décrets, état d'urgence sorti de l'OMS et taxe à 25%. Vous voulez nous appeler, participer au débat au 0826 300 300. En attendant, dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger. Sur Alain Delon. Sur Alain Delon, avec François Ozillot. Le Parti Socialiste est-il encore soumis ? Et Sébastien Ménard. Faut-il censurer Elon Musk ? On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix qui sont dans une forme exceptionnelle aujourd'hui, bien évidemment, Cécile de Ménibus. Impérial. C'est pas mal. Oui. Ok, je garde, je note. Ça vous va ? Oh, très bien, ça va, je prends. Philippe Bilger, impérial. Non, pas les deux. Non, excusez-moi, je vais pas dire royal à 21 janvier, ce serait un peu dangereux. Présidentiel, François Ozillot, présidentiel aussi, ça vous va ? Présidentiable. Tout me va. Tout va. Et vous aussi, Sébastien Ménard ? Moi, retraité de la politique. En toute modestie. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Et Philippe David, bien sûr. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table. De l'actualité. Même Rocco, je ne suis pas... Allez, arrêtons de ricaner bêtement. C'est pas faux. Le tour de table de l'actu, Philippe Bilger. Il y a une note secrète qui implique Alain Delon dans la mort de son garde du corps. Il y a quelque temps, j'avais parlé de l'excellente biographie d'Alain Delon, Un destin français, et c'est là que j'avais appris qu'il avait fait l'objet, évidemment, d'une enquête et d'une instruction qui avait duré 3 ans. Il avait été mis hors de cause, et récemment Hervé Gattegno a ajouté un élément parce qu'on a retrouvé des échanges qui avaient été faits dans la cellule d'un ami d'Alain Delon, en présence même pas d'un fonctionnaire de police, sans même que le juge ait été là, et cet ami d'Alain Delon avait indiqué qu'en réalité, selon lui, on l'avait menacé de révéler que des parties fines, des partouches, en compagnie de truands, avec des photos. Très con, regardez la mine réjouie. Arrêtez, on peut rester sérieux, même quand on parle. Et donc,
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a raconté un échange où l'ami en question se voit questionné par Delon, qui lui demande « Mais qu'est-ce que fera Markovic ?» Alors l'ami répond, mais il continuera à dépenser de l'argent et quand il en aura plus, il viendra te voir. Et Delon répond, il n'aura plus l'occasion de le faire. Alors, comment peut-on interpréter cette phrase? En tout cas, elle est troublante. Puisque c'est après avoir vu Markovic que Markovic est mort lors de la dernière rencontre, c'était avec Delon. C'est digne d'un polar. Ah oui. Oui, exactement. Mais après, cette génération d'acteurs, il a toujours été démontré qu'ils avaient parfois des relations sulfureuses avec le banditisme, notamment. Et Delon les a jamais lâchés. Il les a jamais niés. Pour Absolument. le coup. Et je lisais dans un article qui commençait à teaser sur le livre de Gattegno qui sort demain, je crois, qu'il avait été interrogé par des policiers pendant le tournage de La Piscine avec Romy Schneider, et que comme il avait tellement interprété des rôles où il était face à des policiers, il avait été exceptionnel dans la manière de mener l'interrogatoire et de répondre aux policiers en économisant énormément ses mots. Sébastien Ménard. L'histoire Markovic, c'est l'histoire d'un employé qui se retourne contre son patron, qui en plus, quelque part, et c'est un secret de polichinelle aujourd'hui, entretient une relation avec Nathalie Delon à l'époque. Bon, ceci dit, à la même époque, Alain Delon n'est pas complètement blanc, puisque, comme l'a dit de manière assez crue Philippe Bilger, il avait des activités extra-professionnelles. Il a des activités dites libertines, plutôt denses d'ailleurs. Ah oui, très denses. Voilà, on le soupçonne même d'accueillir dans ses soirées la première dame de l'époque. Enfin voilà. Ce qui avait été une rumeur. Hein. Ouais, voilà. Les photos étaient truquées. Hein. Tout ça pour dire que il a effectivement toutes les caractéristiques d'un personnage de roman. Voilà, donc la paix, ses relations avec la pègre, le star system, sa passion pour l'art, et puis pour évidemment les armes à feu. Enfin, moi je parle d'art parce que ce que d'aucuns souvent mettre de côté, c'est le côté collectionneur, le côté voilà. Et le personnage d'Alain Delon est un personnage magnétique, complexe et qui colle parfaitement à son époque et à sa légende. Merci beaucoup Philippe Bilger. François Ouzilleau, la France Insoumise invente le péché de la démocratie. Oui, ou plus simplement, le Parti Socialiste s'est-il vraiment décroché des Insoumis et arrête de se soumettre justement à la France Insoumise comme ils le font depuis maintenant près de 3 ans. Alors juste pour revenir sur ce qui s'est passé, on peut constater qu'Olivier Faure a mené plutôt une bonne négociation avec le Premier ministre, avec l'aide de François Hollande. On a vu dans l'interview de François Hollande ce week-end qu'il a expliqué quand même qu'il y avait eu pas mal de coups de téléphone entre lui et François Bayrou. Ils se connaissent depuis un certain temps et cela a aidé un peu à décrocher le PS de la LFI. Moyennant et monnayant un certain nombre de concessions, et pas n'importe lesquelles, qui vont quand même coûter. Et on ne nous a toujours pas expliqué quelles mesures d'économie il y avait en face, même si Sébastien Ménard, depuis 10 jours, est quand même très enthousiaste sur François Bayrou et ses débuts. En revanche, moi, je suis quand même inquiet sur les concessions et ce que ça va engendrer sur la dette publique. On peut constater que la France Insoumise, qui défile sur les plateaux télé et dans les journaux depuis maintenant 10 jours, est quand même assez énervée de la manière dont ça s'est passé, crie justement à la traîtrise. Or, d'un parti politique qui reproche à un autre d'avoir bien voulu mener des négociations sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux me paraît être un déni de démocratie de la part d'une formation politique quelle qu'elle soit. Donc c'est quand même épatant que la France Insoumise justement reproche au Parti Socialiste d'avoir juste voulu le calme et la stabilité comme les Français le veulent. Beaucoup de choses sont écrites aussi sur la manière dont le PS pourrait définitivement se séparer des Insoumis. Là-dessus, je serais beaucoup plus prudent. Et d'ailleurs, ça commence aussi à se lire et à se dire. De tweets et de déclarations et de plateaux télé en plateau télé, ils s'insultent quasiment. Mais pour des alliances de circonstances et des futures élections, que ce soit une dissolution ou peut-être les prochaines élections locales l'année prochaine, je suis quasi certain qu'ils arriveront de nouveau à se mettre d'accord pour sauver leur siège. Philippe Bilger, tout dépendra si on change le mode de scrutin ou pas. Avec la proportionnelle, le PS peut y aller seul. Avec le majoritaire, il peut pas.
Oui, mais vous me permettez de... juste, François, est-ce que vous êtes persuadé que le PS, avec ce qui se profile, le Congrès bientôt, reviendra au bercail à cause de la pesanteur parlementaire? Il est fragile, oui. J'ai lu qu'Olivier Faure et Vallot étaient plutôt partis pour censurer, mais que c'est la base du groupe qui n'était pas pour. Comme en septembre, la base du groupe LR était plutôt en désaccord avec Wauquiez qui voulait se décrocher de la Macronie. Et c'est la base qui à chaque fois oblige les uns et les autres à négocier avec alors en l'espèce Barnier et maintenant, enfin à l'époque Barnier et maintenant Bayrou. On fait aux futures législatives. Je sais pas. Pour le coup, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en général, même s'ils se déchirent, ils arrivent toujours à quand même pouvoir envisager de nouveau une lune de miel. Sébastien Ménard. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que le grand manœuvrier derrière tout ça, c'est la seule figure tutélaire aujourd'hui que la gauche est susceptible d'avoir. On a parlé de la résurrection de Donald Trump. Moi, je parie sur la résurrection de François Hollande. Et je pense que François Hollande est allé au bout de ce qu'il pouvait accepter entre guillemets, en matière de soumission, domination de la France insoumise et de soumission du PS. Je pense qu'ils sont allés au bout de ce truc-là. Je suis pas certain, mon cher François, qu'il y ait beaucoup de deals. Je pense que François Hollande n'en a pas nécessairement besoin, au fond. Aujourd'hui, on a bien compris que Faure et tous les autres, quelque part, ça valait pas tripette, en tout cas dans une partie de l'électorat socialiste. Et je pense que on est allé au bout de toutes ces outrances à gauche. Et je crois au repositionnement et à la réhabilitation de François Hollande. François Hollande aujourd'hui comme figure de proue, je dirais, du socialisme bon teint, des personnalités de gauche dites de gouvernement crédibles, pour lesquelles le Premier ministre peut être tout à fait accessible. Et puis surtout, dans le cadre d'une candidature alternative, moi je suis intimement convaincu que même si vous avez Mélenchon au premier tour, Hollande au premier tour, vous avez Hollande qui se démarquera très nécessairement et très sensiblement d'un candidat dont plus personne ne veut, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Allez, une réponse rapide, François Ozio. Non, mais il y aura deux candidats à la présidentielle. Il y aura un candidat d'extrême gauche et un candidat social-démocrate, c'est certain. Plus un écologiste. Peut-être, ça je sais pas. Pour le coup, peut-être que le PS arrivera à trouver des accords avec les communistes et les Verts, même y compris sur les prochaines élections. François Hollande n'aura que 70. Il y a une petite scission entre Olivier Faure et... entre les Faure, électeurs. Il joue aussi sa place pour le prochain congrès. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a fait des concessions dans cette François Hollande n'aura que 71 ans. Non mais c'est important par rapport à Donald Trump. Voilà, mais c'est ce que je dis, que 71 ans. Voilà, c'est ça. Il va revenir dans le game, ça c'est certain. On fait le lien entre Trump et bam, Elon Musk. Oh, la transition. Dingue. Alors, mais c'est un métier, c'est un métier. J'avais pas prévu que Philippe David remette l'église au milieu du village avec le fameux geste dit polémique d'Elon Musk, mais je me suis donc posé la question avec cette espèce d'ouverture à tous les vents de ce réseau social qui appartient à Elon Musk, Twitter, devenu X. Je me dis bon bah voilà, et plein de gens en sortent, les gens critiquent les postures un peu outrancières d'Elon Musk, et puis aussi quelque part, vous l'avez dit tout à l'heure François, ses amitiés, ses positionnements où il pousse sur son média mondial des figures de l'extrême droite européenne. Donc je me suis posé la question, doit-on censurer Elon Musk? Mais la vraie question c'est, peut-on censurer Elon Musk en fait? Parce que vouloir sortir de Twitter, bon, je vois des services publics français qui décident, qui brainstorm avec nos impôts sur la nécessité. Non mais c'est vrai, on réfléchit, on nomme des chargés de mission, des juristes, etc. pour voir si on doit sortir d'X, donc ex-Twitter. Mais est-ce qu'on doit boycotter les Tesla? J'ai même vu des mouvements sur les fameux réseaux sociaux où ils disent il faut caillasser les Tesla. Enfin, on marche un peu sur la tête. Et tout à l'heure, quelqu'un me faisait remarquer en préparant ce papier, faut-il aussi quelque part débrancher Starlink? Alors Starlink, c'est quoi? C'est une offre de communication qui permet aujourd'hui à Mayotte et aux Mahorais de communiquer. Non mais je parle, c'est quand même un choix délibéré du Premier ministre français de les choisir versus Orange et d'autres. C'est-à-dire on utilise Starlink, donc on utilise les services des entreprises technologiques d'Elon Musk. Et puis accessoirement, ça a aussi permis à l'Ukraine quelque part de sortir du blackout imposé dans les premiers jours du conflit et de l'invasion russe en Ukraine, où je me rappelle à l'époque c'était
je suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit encore ministre, mais le ministre de la communication ukrainien qui avait interpellé Elon Musk, et Elon Musk avait détourné un satellite pour permettre aux Ukrainiens de montrer la réalité de la guerre. Donc voilà. Donc peut-on censurer Elon Musk ? On n'aura pas la réponse parce que on n'a plus le temps. Merci. On va laisser la question dans le vide. On reviendra la semaine prochaine. On avait des choses à dire. Oui ou non ? Oui, non ? Oh, c'est long. Bon c'est vous qui avez été censuré par Elon Musk. Autant qu'un sénateur, je vous assure, mais c'est long. Philippe, Sébastien Ménard, vous nous obligez à faire des émissions à épisode. On va pas s'en sortir. C'est pas possible. Donc dans l'épisode 1, on vous répondra. D'accord. Écoute, restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur Donald Trump. Justement, peut-être que vous pourrez glisser, le glisser à l'intérieur, sur une série de décrets pris qui prend ses fonctions sur l'état d'urgence, par exemple, sur les frontières mexicaines, la sortie de l'OMS ou l'accord de Paris. Mon cher Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que ces décrets sont le début d'une grande rupture dans la politique américaine ? Et à cette question, immigration, accord de Paris, OMS, protectionnisme, ces mesures prises par Trump vous semblent nécessaires ? Vous dites oui à 60%, à 36% elles sont inspirantes, à 2% elles sont effrayantes et à 2% elles sont irréalisables. Vous voulez réagir ? Le match est plié. Le match est plié. Le 0826 300 300. Il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord. On va les attendre. Allez, à tout de suite les amis. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Ouais. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec plus impérial que jamais, Cécile de Ménibus. Plus présidentielle que jamais, Philippe Bilger. Plus sénatorial que jamais, on le dira. François Ouzillot. Je suis un peu jeune pour être sénateur. Oh donc la jeunesse n'est pas un âge, vous savez, et plus intellectuel que jamais. Merci. Sébastien Ménard. Merci, allez-y. Allez-y, continuez comme ça. Il dit n'importe quoi, c'est tout ce qui lui passe par la tête. Il aurait une plus chaise que jamais. Qui parle de lui, je serais curieux. Et de vous diriez quoi de vous ? Oh, je ne sais pas. Ouais. Non. Vous voulez que je dise, moi ? Ah, allez-y. Non, vaut mieux pas. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'Amérique change de visage aujourd'hui avec la cérémonie d'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche. Hello Washington and hello America. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth and we are going to make America great again. Et Donald Trump qui a signé une série de décrets dès sa prise de fonction, l'état d'urgence à la frontière mexicaine, la sortie de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, la taxe de 25% sur les produits canadiens, mexicains, et ça dès le 1er février. Alors parlons vrai, est-ce que vous souhaiteriez que ces mesures soient appliquées en France ? Et à cette question, immigration, accord de Paris, OMS, protectionnisme, ces mesures prises par Trump vous semblent, vous dites à 60% nécessaires, à 36% inspirantes, à 2% effrayantes et à 2% irréalisable. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et j'en profite pour revenir sur ce que disait Sébastien Ménard sur Elon Musk, puisque là on est toujours dans l'entourage de j'allais dire Michael Trump, pas du tout, mais Donald Trump, sur ce que vous disiez. Est-ce qu'on peut effectivement mettre à part Elon Musk avec tout ce qu'il a apporté pendant la guerre ? Vous l'avez dit, avec Starlink, avec Tesla, et vous vouliez répondre François Ouzillot tout à l'heure. Mais c'est un chef d'entreprise exceptionnel et extraordinaire au sens littéral du terme, visionnaire, tout ce que vous voulez. Enfin, il a fait des choses exceptionnelles et manifestement, il va encore en faire. Sur ce que disait Sébastien, je pense qu'il faut une fois de plus, et c'est ce que je disais la semaine dernière dans mon tour de table, il faut trouver un équilibre, ça c'est mon côté centriste qui ressort, ça m'épate moi-même, entre la liberté d'expression et la capacité à contrôler ce qui se dit sur les réseaux, tout simplement. Mais de là à sortir de la plateforme, vouloir l'arrêter dans certains pays, je pense que c'est une bêtise. En termes de démocratie, c'est une bêtise. Et tous ceux qui se pavanent sur cela, à mon avis, font une erreur. En revanche, essayer de continuer à l'infiltrer et à continuer à la maîtriser d'une certaine manière et faire en sorte qu'elle se régule d'elle-même me paraît être plus judicieux. En tout cas, il y a des excès, en tout cas sur des prises de décision de Donald Trump que certains estiment comme véritable excès. Philippe Bilger, quel regard vous avez aujourd'hui sur Donald Trump, en tout cas sur les annonces qu'il a faites ? Est-ce que vous trouvez ça terrifiant ? D'abord, non, pas du tout. D'abord, personne ne peut s'étonner de ce qu'il fait, puisque on peut reprocher beaucoup de choses à Donald Trump, mais pas de tenir ses promesses.
tout ce qu'il dit, il le fait. Alors ensuite, les décrets dont vous avez parlé ne sont pas ceux qui, à mon sens, sont les plus pertinents. Et il y en a d'autres, notamment tout ce qui va constituer la lutte contre le wokisme, qui est formidable. Mais par moments, je fais un rêve. À propos de ces premiers décrets, je me demande ce que deviendrait un président Trump qui ne serait pas en permanence dans la rupture et la contradiction. Imaginons Trump avec les qualités indiscutables qu'il a, restant à l'OMS, restant dans l'organisation qu'il a quittée sur l'écologie. Je crois qu'il apporterait beaucoup, mais c'est un rêve. Il ne fera jamais. Sébastien Ménard. Mais il le fait pas parce que c'est un rêve. Non, il est dans une logique d'urgence. Et aujourd'hui, l'Amérique souffre de quoi ? L'Amérique souffre d'une crise sociale et d'une crise économique. Donc il fait le choix d'aller à l'essentiel. Son sujet. Il va chercher de l'argent. Business first, c'est tout. Et donc il n'est pas évidemment qu'un Donald Trump serait susceptible, en y participant, de bouleverser une donne dans le cadre des accords de Paris, d'être transgressif, d'être peut-être suffisamment créatif, innovant, etc. Peut-être pas d'ailleurs. Et peut-être aussi d'arrêter quelque part d'offenser toutes celles et tous ceux qui, aux quatre coins du monde, dans les pays comme les nôtres, essayent de faire au mieux. Voilà, pour établir des bilans bas carbone, pour essayer de faire un certain nombre de choses. Et quand on voit ce que on nous impose, et quand on voit ce que d'autres se permettent à l'autre bout du monde, on se dit que finalement, on a l'impression quelque part de vider un océan à la petite cuillère. C'est ce que dit Donald Trump. Mais là, je dirais que pour lui, aujourd'hui, avant de se poser des questions environnementales, avant de se poser des questions en matière de grande concorde et de fraternité mondiale, il se dit, je vais déjà m'occuper des 350 ou 400. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qu'un certain nombre de nos concitoyens en Europe et de nos concitoyens en France nous reprochent de qu'on vienne. Sébastien Oziou. Non, pardon. Philippe Ménard. François. C'est ça, ouais. C'est Philippe David. C'est pas grave. On se rapproche, mais quand même. C'est bientôt fini à 10 minutes. Mais quand il dit sur les accords de Paris, les États-Unis ne saboteront pas leurs propres industries pendant que la Chine pollue en toute impunité. C'est ce que je dis. Est-ce que nous, on ne fait pas exactement le contraire en Europe avec la voiture électrique, où on est en train de tuer l'industrie automobile européenne? Non mais, encore une fois, on est en retard et on est d'une naïveté confondante. Premièrement, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. C'est ce que vient de dire Philippe. C'est puissant et massif, aussi bien en termes de campagne électorale que de cérémonie d'investiture. Enfin, il a quand même, encore une fois, réussi à réconcilier l'Amérique. À part quelques wokistes démocrates qui traînent encore à certains endroits, il a récupéré des parts de marché électorales, si j'ose dire, dans toutes les catégories socio-professionnelles, ce qui est quand même exceptionnel en termes de campagne électorale. Et de villes. Contrairement... Et de villes. Et de villes. Et des villes qui ont basculé complètement de l'un à l'autre. Notamment la tech, on le dit pas assez, hein, la tech, c'est des patrons progressistes et massivement, de manière originale et originelle, démocrates. Il a même retourné les Village People, pour vous dire. Et qui se sont tous prosternés depuis novembre devant lui. Et qui étaient tous à sa cérémonie d'investiture hier. Tout à fait. Qui sont en train de retirer, on le disait la semaine dernière, le fact-checking, notamment le patron de Meta. Donc, face à cela, il va peut-être falloir, ça nous permet peut-être, j'espère, d'avoir enfin un coup de pied au derrière, de nous réveiller. Il va falloir, à mon avis, distribuer des défibrillateurs à toute l'Europe pour avoir un vrai électrochoc, et enfin que l'Europe, la Commission européenne, le Parlement européen, Madame von der Leyen se bougent sur le sujet. Mais ce qu'il n'y a pas une grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, les gens sont élus. Madame von der Leyen, elle n'a pas été. Oui, mais dans ces cas-là, et les commissaires européens, ils sont nommés au copinage. Dans ces cas-là, aux chefs d'État européens de se bouger. Est-ce qu'ils ne vont pas se raidir plutôt ? Certains discours effectivement partent sur cela. D'autres, j'espère, vont être plus lucides, réalistes et pragmatiques et vont essayer de jouer la carte européenne. Mais la carte européenne, elle ne peut fonctionner que si tout le monde la joue collective sur le sujet. Et notamment, ça a été dit ce matin, on en parlait tout à l'heure avec le ministre des Armées sur la partie industrie de l'armement. Effectivement, il y a des beaux programmes européens qu'on a lancés par le passé, Concorde, Ariane, etc. Et ça vaut aussi pour la défense. Tout le monde est reparti à construire soi-même ou à aller acheter une partie du matériel aux États-Unis. Ça ne peut pas marcher comme ça.
On n'arrivera jamais à peser dans le game, comme disent les jeunes, face à lui. Mais tant qu'il y aura l'OTAN, il n'y aura jamais de défense européenne. Oui, mais l'OTAN, il va commencer à vouloir qu'on sorte le carnet de chèques. Bien sûr. Oui. Et il n'arrête pas de le dire. Et au fond, il a raison, encore une fois. C'est des mesures de protectionnisme qui sont tout à fait pleines de bon sens. Il est plein de bon sens, en fait, dans sa manière de fonctionner. C'est aussi pour ça qu'il est très populaire, y compris de notre côté de l'Atlantique. Et la grande force, c'est qu'il se permet tout. Ouais, mais il se permet tout, et il a quand même des résultats. Oui, il a quand même sur son premier mandat, il a eu des résultats. Ah oui, jusqu'au Covid. Et là, c'est son deuxième et son dernier par définition, donc il va tout se permettre. Et la grâce pour les 1500 personnes qui ont attaqué le Capitole sont un très bon exemple, parce que là, pour le coup, d'un point de vue moral, c'est quand même contestable. C'est comme Biden qui gracie juste de sa famille par anticipation non plus. Hein, dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est ultra contestable moralement. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'on peut... Mais au moins, il y aura peut-être des contre-pouvoirs, parce qu'en fait, gérer un pays, c'est quand même pas gérer de l'immobilier. Donc on peut espérer, même s'il a plus de pouvoir qu'il en avait sur son précédent mandat, on peut espérer quand même qu'à un moment donné, on va lui dire, bah non, ça, c'est pas possible. Mais ces décrets sont quand même une démonstration de force. Et des décrets ont été attaqués déjà. Déjà, bien sûr. Et il y a un décret qui va tomber, c'est celui de la publicité. Merci beaucoup. Merci Philippe Bilger, merci François Ouzillot d'avoir été avec nous. J'allais dire la France Insoumise, n'importe quoi, moi maire de Vernon, merci Sébastien. Surtout pas. Surtout pas. Non mais moi je dis ce que je lis. Merci beaucoup Sébastien Ménarcy, c'est marqué. François Ouzillot, la France Insoumise invente le péché de la démocratie. Ah oui, d'accord. Voilà, si vous voulez, laissez pas finir là. Contre, bien entendu. Sébastien Ménard, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Dans un instant, on va vous parler d'emploi et surtout d'entrepreneuriat avec Nicolas Leroy qui va m'accompagner jusqu'à 20h. Et puis juste après, le foot. Les vraies voix du foot. Et puis là, il y a Monaco qui est en lice contre Aston Villa en Ligue des Champions. 0-0 au bout de 6 minutes de jeu. Et vous regardez le foot alors qu'on est en pleine émission. Ah non, je ne l'ai pas regardé. Bien sûr que si, allez, escroc. Allez, à tout de suite.